Bienvenue à tous dans Rugby Champagne, l'émission qui vous raconte l'histoire des plus grandes légendes de notre sport. Pour un athlète, il existe différentes manières de marquer l'histoire. Certains le font en remplissant leur armoire à trophées, d'autres en établissant des records statistiques encore jamais vus. Enfin, une poignée d'élus parviennent même à révolutionner leur discipline. Le rugbyman qui nous intéresse aujourd'hui fait partie de cette dernière catégorie. L'homme à l'origine de la mutation du poste d'arrière, longtemps considéré comme un simple dernier défenseur, vers celui de premier attaquant. Des slaloms incroyables, des feintes de passe magiques, une science du rebond remarquable et surtout des essais inoubliables. On ne le surnomme pas le Pelé du rugby pour rien. Vous l'aurez compris, nous allons vous parler de Serge Blanco, légende parmi les légendes du 15 de France et très certainement le meilleur 15 de l'histoire. Un homme aux 1000 visages et aux multiples facettes. Vous êtes prêts ? Alors, à vos flûtes et sabrons de champagne. Direction le Pays Basque. Let's go! L'histoire du plus grand rugbyman français commence au Venezuela, de l'autre côté de l'océan Atlantique. Serge Blanco voit le jour le 31 août 1958 à Caracas. Sa mère Odette est d'origine basque. Son père, Pedro, est un officier de police vénézuélien. C'est suite au décès brutal de ce dernier que la famille vient s'installer à Biarritz. Serge n'a alors que 2 ans. À cette époque, les Blanco ne roulent pas sur l'or. Odette doit enchaîner les petits boulots pour subvenir aux besoins de son fils. Un coup garde-barrière, un autre vendeuse d'abat-jour. C'est chez les curés que Serge fera son éducation, au collège catholique de l'Immaculée Conception. Là-bas, il fait la connaissance de l'abbé Fourgues, un homme d'une grande importance dans la construction de l'homme que l'on connaît tous. Élève dissipé et rieur, il n'excelle qu'en gymnastique. Et déjà, le talent est bel et bien présent. Il était déjà très doué, cette force physique, en même temps avec cette grâce. Voyez, on aurait dit que ça coulait tout seul. Ses prouesses physiques ne tardent pas à attiser les convoitises. Le Football Club de Nantes lui offre ainsi l'occasion d'intégrer son centre de formation. Tout frais payé, mais Serge refuse. Trop loin de sa famille, de ses copains et surtout de son Pays Basque adoré. Déjà à l'époque, Serge Blanco a sa région chevillée au corps. Finalement, comme beaucoup de jeunes du coin, il choisit le rugby et intègre le Biarritz Olympique, le début d'une longue histoire d'amour. Surdoué, Serge éclabousse les catégories de jeunes de son talent et intègre rapidement l'équipe première, le tout sans trop s'entraîner. À 17 ans, Blanco partage sa vie entre les terrains de rugby, les parties de pelote basque avec les copains et l'usine. Et oui, au milieu des années 70, le rugby demeure encore un sport amateur, encore loin du professionnalisme. C'est donc dans les fabriques du groupe Dassault qu'il gagne ses premiers francs en décapant des carlingues d'avion. Serge aime cet esprit ouvrier, le goût de l'effort et du collectif. Il parle d'ailleurs de cette période comme de ses plus belles années. Ses performances avec le BO lui ouvrent rapidement les portes du 15 de France, son autre grand amour. Comme à son habitude, Blanco grille les étapes. Il effectue sa première sélection le 8 novembre 1980 à l'occasion d'une tournée en Afrique du Sud. Mustapha, à l'arrière, Blanco. Un match qui bouleverse sa vie à jamais. Encore sous le régime ségrégationniste de l'apartheid, l'Afrique du Sud, même si elle compte dans ses rangs certains des meilleurs joueurs du monde, est à cette époque exclue de toute compétition internationale. Les Springboks sont une équipe rugueuse et physique, que certains n'hésitent pas à qualifier de boucher. Et ce n'est pas Jean-Pierre Rive, sa chevelure blonde immaculée de sang, qui dira le contraire. Blanco avoue même que de toute sa carrière internationale, c'est la seule équipe qui l'a jamais impressionné. Dominés physiquement par des Springboks ultra conquérants, les jeunes tricolores ne font pas le poids. Seul joueur de couleur sur la pelouse, Blanco est pris à partie par le public. Lors d'une pénalité, des spectateurs lui jettent même des oranges en l'invectivant d'insultes racistes.
À un moment donné, il y a une pénalité, on me jette des oranges, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramassé l'orange, je l'ai pelé, je l'ai mangé. Le blanc qui m'avait lancé l'orange disait « Toi, t'es un pauvre noir, tu mérites même pas d'être ici. » Enfin... Et on le sait bien, dans ces moments-là, la meilleure des réponses se fait sur le terrain. Sur un dégagement des Sudaf, il récupère le ballon et transperce la défense sud-africaine d'une incroyable chevauchée à l'origine du seul essai tricolore du match. Une action qui deviendra sa marque de fabrique. Le monde vient de faire la connaissance de l'un des joueurs les plus spectaculaires de l'histoire. Au coup de sifflet final, la défaite est lourde, 37-15, mais l'essentiel est ailleurs. Avant ça, malgré le fait qu'il ait toujours évolué dans un environnement majoritairement blanc, Serge n'avait jamais vraiment été confronté au racisme. Il avait bien essuyé quelques moqueries à l'école, qu'il n'hésitait pas à faire taire à grands coups de poing. Mais rien d'aussi violent. Déjà, à l'annonce de sa sélection, Blanco avait des doutes. Était-il là en raison de la couleur de sa peau ou de son niveau de jeu? L'histoire se chargera d'y répondre, évidemment. Révolté par ce qu'il a vu dans les ghettos noirs, il refuse dès lors de jouer contre l'Afrique du Sud tant que régnera le régime de l'apartheid. À 22 ans à peine, Serge Blanco devient un symbole de résistance. Au début des années 80, le 15 de France, équipe émergente sur la scène internationale, est en pleine période de transition entre une génération déjà bien en place, incarnée notamment par Jean-Pierre Rive, Roland Bertrand et Robert Paparamborde, et celle de jeunes espoirs ultra talentueux à l'image de Laurent Pardo et surtout de Serge Blanco. Le Biarro se fait une place de choix dans l'effectif. Titulaire pour le match d'ouverture du tournoi des 5 Nations 1981 face à l'Écosse, il marque au bout de 9 minutes de jeu seulement sur une passe de son ami et complice de toujours, Laurent Pardo. Une victoire, puis une autre, et encore une. Au bout du compte, déjouant tous les pronostics, les hommes de Jacques Fouroux réalisent le Grand Chelem, le 3e seulement de l'histoire du rugby tricolore. Première participation au tournoi pour Serge Blanco et première victoire. C'est loin d'être la dernière. C'est le début d'une décennie marquée par une franche domination du 15 de France sur ses voisins de l'hémisphère nord. À l'exception de 1982, les Français se classent systématiquement dans les 2 premières places du tournoi. En tout, 6 victoires, dont 4 d'affilée entre 1986 et 1989. Et le match va bientôt être terminé, ouais! Grand Chelem pour l'équipe de France! Formidable Le match! 4e Grand Chelem de l'histoire du rugby français! Dès 1983, Blanco devient le maître à jouer de la sélection, une sorte de baromètre. Lorsque Serge joue bien, l'équipe est injouable. Qui peut donner à Blanco, c'est bien joué, Blanco qui veut donner, qui réussit à donner à Philippe Sella. Philippe Sella, débordement, calage, débordement, il est pris, non, il est parti, et c'est accordé. En revanche, s'il n'est pas dans son assiette, il y a de grandes chances qu'elle perde le match. L'équivalent rugbystique d'un Michel Platini. D'une agilité féline, Blanco pratique un style de jeu instinctif tout en vitesse, fait de prises d'initiative inattendues, d'appuis déroutants, de feintes mortelles et d'un jeu au pied millimétré. Plus que n'importe qui, il incarne le French Flair, le flamboyant style de jeu à la française, fait de panache et de folie. Il en a d'ailleurs une définition bien à lui. Le French Flair, c'est quoi? Le French Flair, c'est de dire on est capable de créer des situations dans la mesure où on croit que tout est perdu. Et donc on arrive à renverser la situation grâce à ça. Alors que si véritablement on était honnête envers nous-mêmes, pourquoi ne pas jouer dès la première minute, comme on peut jouer à la 75e minute, alors qu'on sait qu'on a perdu à la 75e. Si la science du rebond était une discipline académique, Serge en serait le plus grand professeur. Pour beaucoup, le rebond est gouverné par le hasard. Mais certains joueurs arrivent à anticiper la trajectoire du ballon et Serge Blanco le faisait mieux que personne. Serge Blanco, c'est ce flegme insolent. Ses partenaires racontent que dans les vestiaires, il était le dernier à se changer et qu'il abordait ainsi les rencontres les plus importantes sans échauffement ou presque. La légende veut même qu'il fumait 40 gitanes par jour. Avec ça, le simple fait de tenir une mi-temps de rugby force le respect. Il faut dire que Blanco est un personnage au tempérament explosif. Il vaut mieux éviter de trop le titiller, parce que Serge n'a pas peur de dégainer et encore moins de pousser une gueulante. Un homme du Sud, quoi. Mais, ne vous y trompez pas, le Biarro n'est pas qu'un extraordinaire showman, c'est également
un génie du jeu, au QI rugby rarement égalé, capable d'analyser une situation en un battement de cils. Une qualité qui, couplée à sa vitesse et son sens du collectif, fait de lui un poison pour les défenses, pas uniquement celle de ses rivaux européens. Demandez donc aux Australiens ce qu'ils pensent de lui. Serge Blanco, son flair, sa lecture du jeu, son attitude, tout le situait comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Sens pour Blanco, qui passe entre deux adversaires, cherche le soutien à l'intérieur. Et Serge, qu'est-ce qu'il a fait formidable! Il a marqué peut-être un essai de 100 et mètres. le raffut et tout! Oh là là! Ça, c'est sa spécialité. Récupérer le ballon dans ses 22 et relancer le jeu à la main. À lui seul, ou presque, il révolutionne le poste d'arrière en le faisant passer de dernier défenseur à premier attaquant. Sprinter né, il peut aussi bien se lancer dans une course en solitaire que devenir le parfait soutien sur n'importe quelle aile. Des percées éclairs qui lui valent d'inscrire de nombreux essais. 38 réalisations en 93 sélections, soit un peu moins d'un essai tous les 2 matchs. Un record qui y tient toujours. Ajoutez à ça 2 drops et 21 pénalités pour un total de 223 points et vous commencez à comprendre d'où vient son surnom de Pelé du rugby. En comparaison avec le Brésilien considéré comme le buteur le plus prolifique de l'histoire du football. Et prolifique, Serge Blanco l'est. Mais bien plus qu'une simple usine à stats, c'est surtout un joueur décisif. Pour le constater, direction 1987. Moment charnière de son immense carrière. À cette époque, Blanco est très certainement le meilleur joueur de la planète. Les Français débutent leur année de la meilleure façon en réalisant le Grand Chelem, avec notamment une belle victoire en terre britannique à Twickenham. Quelques semaines plus tard, en mai, le 15 de France s'envole en direction de l'Océanie à l'occasion de la première édition de la Coupe du Monde de rugby, une compétition organisée dans l'anonymat le plus total, ou presque. Forts de leur Grand Chelem, les Français se présentent comme l'un des grands favoris de la compétition. Un statut ébranlé dès le premier match de poule, où les tricolores sont menés à quelques minutes de la fin de la partie par le 15 du Chardon. C'est à ce moment-là que Serge Blanco décide de sortir de son trou. Rapide comme l'éclair, il trompe la vigilance de la défense écossaise et du caméraman par la même occasion pour marquer un essai de filou. Finalement, la rencontre s'achève sur un nul, rattrapé dans la foulée par 2 écrasantes victoires face à la Roumanie et au Zimbabwe. Qualifiés pour les quarts de finale, les Français ne rencontrent pas de grosses difficultés face aux îles Fidji. Mais tout se corse en demi-finale. Blanco et les siens sont confrontés aux redoutables Wallabies, l'une des seules nations capables de tenir plus ou moins tête aux incontournables All Blacks. Histoire de pimenter le défi encore un peu plus, la rencontre se joue à Sydney, dans le tout récent Concorde Oval, un stade qui, reconnaissons-le, fait assez old school aujourd'hui. Le match se joue à couteau tiré. À la fin du temps réglementaire, le tableau des scores affiche 24 partout. Direction les prolongations pour départager les 2 équipes. Diminué par une blessure contractée au match précédent, Blanco est plus discret qu'à l'accoutumée. Mais c'est dans ces moments que l'on reconnaît les grands champions. Sur ce qui ressemble plus à un champ de bataille qu'à un terrain de rugby, l'arrière fait parler toute sa classe en étant à la conclusion d'une action aussi longue que peu académique. On passera d'ailleurs sur le nombre de fautes oubliées par l'arbitre, le French flair dans toute sa splendeur. 3 Australiens qui attendent le soutien, qui retrouvent à l'intérieur. Les 18 000 Australiens en tribune n'en reviennent pas. Le Pelé du rugby a encore frappé. Malheureusement, l'exploit ne se reproduit pas en finale. Bien que les tricolores aient réussi à les battre par 2 fois un an auparavant, les Blacks demeurent leur véritable bête noire. 8 défaites lors des 10 dernières confrontations. Une tendance qui s'inversera dans les décennies à venir. Mais ce jour-là, à l'Eden Park, les Français ne parviennent pas à contenir l'armada néo-zélandaise. 29-9. Cela peut paraître sévère, c'est vrai, mais 20 points, c'est le plus petit écart infligé par les Blacks sur l'ensemble de la compétition. Cette fois, leur victoire est incontestablement méritée. Cette défaite logique ne remet pas en cause la domination continentale des hommes de Jacques Fouroux. Désormais trentenaire, Serge Blanco continue d'éclabousser le rugby européen de son talent unique. Le 16 mars 1991, dans l'enfer de Twickenham, l'arrière a l'occasion de remporter son 3e Grand Chelem face à un 15 de la Rose, également invaincu. Un sacré crunch en perspective. Ce jour-là,
les fans du monde entier vont assister à l'une des plus belles actions de notre sport. En début de rencontre, les Anglais ratent une pénalité et le ballon atterrit dans les mains de Pierre Berbizier. Quand Serge Blanco, dans un éclair de génie, lui demande le ballon et part en trompe. Un ballon pour Lafont pour Sella. Pour la relance de l'équipe de France, de son propre en but, c'est là la croisée pour Cambert-Avero. On est sur une médiane, coup de pied à suivre, c'est bien joué, Cambert-Avero qui récupère le ballon. Coup de pied de recentrage, Philippe Saint-André arrive. Bel champ pour le premier essai de l'équipe de France, superbe. Quel essai des Français. Après seulement 11 minutes dans ce match. Premier essai pour l'équipe. Le French Flair, dans toute son essence. C'est l'essai du siècle, le symbole de la perfection. Ce n'est pas de nous, mais de Jeremy Guscott, l'ancien trois-quarts anglais, qui au passage hérite d'une petite cicatrice sous l'œil en essayant de plaquer Saint-André. Le génie français a marqué à vie. L'humour british. Avec 3 essais à 1, le 15 de France s'incline tout de même 19-21. Pour ses adieux au tournoi, Serge a sorti le grand jeu, mais cela n'a pas suffi, et les Anglais invaincus remportent le Grand Chelem. En octobre de la même année, nous avons droit à un rematch de ce crunch, cette fois à l'occasion des quarts de finale de la Coupe du Monde 91. Les Anglais ont peur de Blanco, et dès le début du match, l'arrière français est visé sur les premières chandelles. Le plan anti-Blanco fonctionne à la perfection. Le Français en souffre durant toute la durée du match, l'empêchant de jouer, tout simplement. Face à ce manque de fair-play britannique, les hommes de Dubroca savent aussi répondre et quelques marrons bien mérités en attestent. Comme quelques mois auparavant, le 15 de la Rose remporte le match et accède aux demi-finales. C'est le dernier match de Serge avec les Bleus. Une fin amère qu'il a bien du mal à digérer. Ce n'est pas comme ça qu'il voulait mettre un terme à sa carrière internationale. Triste, il préfère rentrer directement chez lui, au Pays Basque. Il ne rejoint pas ses camarades autour du verre organisé et préfère s'éclipser, laissant derrière lui une simple note sur un bout de papier. Alors qu'il y a quelques festivités, je prends ma plume, j'écris un papier, et puis je donne un papier à remettre, je ne sais plus à qui, et je quitte l'équipe de France comme ça. On aurait préféré que cela finisse autrement. Mais il faut rappeler que Blanco aurait pourtant pu ne jamais disputer cette compétition. La suite, c'est Serge Kampf, riche homme d'affaires et ami intime de Serge Blanco, qui la raconte. À la veille de la deuxième Coupe du Monde, la fédération a refusé de payer les primes aux joueurs, qui menaçaient alors de faire grève. Je leur ai signé un chèque, personnellement, de 200 000 francs chacun, soit 32 chèques, en comptant l'encadrement. Tous l'ont encaissé, sauf Blanco. Il est d'un orgueil démesuré. 4 ans auparavant, en Nouvelle-Zélande, le Biarro avait déjà refusé une montre offerte par son ami au prétexte qu'il s'agit d'un jeu collectif. Beau joueur, Kampf a alors gratifié chaque membre de l'équipe de l'un de ses précieux modèles à 80 000 francs l'unité. Des amis comme ça, on aimerait tous en avoir. Et oui, malgré son statut de star mondial du ballon ovale, Serge continue de faire passer le collectif en premier, fidèle à ses valeurs ouvrières. Fidèle, oui, c'est un mot qui le caractérise bien, que ce soit en amitié avec le 15 de France ou surtout avec le Biarritz Olympique, son BO, comme il l'appelle. Le club de son Pays Basque adoré, la plus belle région de France à ses yeux, dont il arbore fièrement l'accent et perpétue les traditions. Selon les dires de ses amis, le rugbyman n'est bon à prendre ni aux cartes, ni à la pelote basque. Si Blanco collectionne les trophées en sélection, ce n'est pas le cas en club. Malgré les sollicitations, et bien qu'il soit le seul joueur de renommée internationale de l'effectif, envers et contre tous, Serge demeure fidèle au BO tout au long de sa carrière. 17 ans de bons et loyaux services entre 1975 et 1992, au cours desquels l'arrière a bien du mal à emmener les siens vers les sommets du rugby français. Une occasion se présente enfin en 1992. L'enfant du pays dispute là sa dernière saison sous le maillot rouge et blanc. Dès lors, le BO enchaîne les exploits pour rallier la finale. Le plus notable reste une victoire d'un petit point en quart de finale face à l'ennemi bayonnais dans un stade Maurice Trélu plein à craquer. Dans ce derby 100% basque, ce n'est pas Blanco qui s'illustre, mais le jeune Franco Rions. Celui qu'on surnomme Coco offre la victoire au Biarro d'un drop de 50 mètres, le premier de sa carrière. C'est ce qui s'appelle choisir son moment. La finale se joue le 6 juin au Parc des Princes. Pour la première fois cette année, le tirage au sort n'a pas eu lieu.
Le vestiaire de l'équipe de France revient au numéro 15 de Biarritz que vous voyez ici, Serge Blanco. Et c'est ainsi que le président de Toulon a offert à celui que le public du Parc des Princes est venu voir et complimenter ce soir, l'honneur d'être une dernière fois dans ce vestiaire du Parc des Princes qu'il a connu tant de fois. Opposé au RCT, Blanco arbore fièrement le brassard de capitaine pour ce qui sera son dernier match avec les Rouges et Blancs. Son ultime chance de briller en club. Spécialement en jambes, malgré le poids des années, il est à l'origine du premier essai du BO, pourtant mal embarqué dans la rencontre. À la 19e minute, c'est encore lui qui redonne l'avantage aux siens d'une pénalité de 60 mètres. C'est pas peu de choses. Oh, le long coup de pied de Blanco qui va... Oh, phénoménal! Effectivement, 60 mètres, ce n'est pas rien. En un mot, phénoménal. Malheureusement pour les Basques, un jeune ouvreur de 19 ans, Yann Delegue, lui vole la vedette et offre de son pied la victoire aux Toulonnais. L'épopée prend fin. Une fin douce amère, qui n'empêche pas Serge de s'adjuger un dernier tour de stade, sans soulever le bouclier de Brennus. Même s'il a perdu, il le dit lui-même. C'était le plus beau moment de ma carrière. Le rugby, c'est avant tout une histoire de copains, et il préfère avoir la reconnaissance des siens plutôt qu'une médaille autour du cou ou ce fameux bout de bois entre les mains. La légende doit ainsi se contenter d'un titre de vice-champion de France. Enfin, pas tout à fait. De retour à Biarritz, il promet aux fans de ramener le bouclier en ville un jour. Ce qu'il fera 10 ans plus tard. Mais cette fois, en tant que président du Biarritz Olympique. Même retraité, Blanco reste un homme de parole. D'ailleurs, vous vous souvenez de sa promesse de ne plus jouer contre l'Afrique du Sud tant que l'apartheid sera en place ? Et moi, j'ai pris une décision sur le fait de ne plus aller et de ne plus jouer contre l'Afrique du Sud tant que l'apartheid ne serait pas aboli. Donc voilà. Il s'y tiendra également. Bonsoir, c'est peut-être un pas décisif vers la disparition progressive de l'apartheid. Le 31 octobre 1992, il dispute son tout dernier match de rugby avec les Barbarians français, sorte de seconde équipe nationale fonctionnant sur invitation. Leurs adversaires, les Springboks, enfin libérés d'un des régimes les plus racistes de l'histoire. La boucle est bouclée. Après la rencontre, il est invité par les joueurs sud-africains à venir visiter leur pays. Blanco accepte volontiers. Là-bas, il est reçu comme un héros de la part de la population noire. Avoir boycotté les matchs face à la sélection nationale et briller en tant qu'homme de couleur dans un sport de blanc ont fait de lui un symbole de contestation, une source d'espoir. Serge Blanco n'appartient plus à une ville, ni à un pays, mais au monde entier. Une fois les crampons définitivement rangés, Blanco continue de travailler dur, plus qu'avant même. Pas le plus bosseur à l'entraînement, il devient un bourreau de travail dans sa nouvelle vie de businessman. Faites patienter. Pour tout dire, sa reconversion est assurée avant sa retraite sportive. En 1991, avec l'aide de Michel Clus, le kinésithérapeute du BO, et grâce au soutien financier de son ami Serge Kampf, il décide de se lancer dans un projet fou, ouvrir un centre de thalassothérapie. À cette époque, la thalassothérapie n'est pas encore un loisir ancré dans la culture populaire. Ils sont peu à croire au projet, et si la première année se montre particulièrement périlleuse, les suivantes sont auréolées de succès. Il en profite également pour sortir une marque de prêt-à-porter haut de gamme à son nom. Petit à petit, l'empire Blanco prend forme. Hôtel-restaurant de luxe et château. Une success story à la française, ou plutôt à la basque, jusqu'à ce qu'en janvier 2020, le tribunal de commerce de Bayonne prononce la liquidation judiciaire de plusieurs de ses biens. Même retraité, Blanco n'est jamais loin des terrains. Par 2 fois, il occupe la présidence du Biarritz Olympique. En 1998, il est même à l'origine de la création de la Ligue nationale de rugby, la LNR, une association qui a pour but de professionnaliser le rugby en France, et dont il sera le premier président. Après avoir mis son sport sous le feu des projecteurs grâce à son jeu spectaculaire, il s'occupe de le structurer. À ce niveau, on peut parler de père du professionnalisme français. Sous ses mandats de 1998 à 2008, le rugby français connaît un incroyable essor, autant sur le plan sportif que financier. Aspirant aujourd'hui à une vie un peu plus calme, le Pelé du rugby entraîne les équipes de jeunes du BO avec pour priorité de transmettre son amour du jeu et surtout les valeurs collectives qui lui tiennent tant à cœur. Vous pouvez être fier de tout ce que vous avez fait.
Moi en tout cas, en tant que biarro, et Dieu sait si j'aime le BO, mais je peux vous dire que je suis fier de vous. Je suis très fier de vous les gars. Amusez-vous, soyez contents et repartez au Bayern. Il faut travailler. Lorsqu'on demande aux fans français de nommer les 3 rugbymen les plus spectaculaires de l'histoire, leur réponse est unanime. Blanco, Blanco et Blanco. Un vrai plébiscite. D'abord joueur, puis dirigeant, Serge Blanco est l'icône du rugby français. Celui qui l'a fait connaître et surtout reconnaître à l'international. Et qui a géré sa transition du monde amateur vers le professionnalisme. Un homme aux 1000 visages, plein de paradoxes, à la fois ancré dans un territoire et citoyen du monde, joueur un peu nonchalant et businessman acharné, aimant le luxe tout en revendiquant son côté ouvrier, humble dans la vie, mais pouvant faire preuve d'un ego démesuré. Le grand Serge est un personnage complexe, insaisissable, fait de réussites incroyables, mais aussi d'échecs cuisants. Finalement, une personne profondément humaine. Le numéro 15 dans le dos, personne ne l'aura jamais aussi bien porté. Figure emblématique à son poste, il continue d'inspirer des générations d'arrière rêvant de lui ressembler. Que ce soit Christian Cullen, Clément Poitrenaud ou Jason Robinson, tous le disent haut et fort. Leur idole, c'est lui. Serge Blanco reste un cas à part. Son jeu aux formes inimitables, ses trajectoires loufoques et son instinct génial ont fait sa légende. Il y a eu un avant et un après Serge Blanco. Et pour tout ça, Serge, nous te remercions. Escarmila, comme on dit chez toi, au Pays Basque.